Ce matin-là, au 34 avenue du Paradis, dans un arbre, un loup plutôt doux avait choisi pour domicile un nid. Dans cette étrange affaire, il était assis là bien droit, raide comme un i. Un corbeau qui passait par là vit le loup là dans le nid et aussitôt en informa tout le voisinage. Prévint les journaux, en parla même à la radio. Des curieux se précipitèrent au pied de l'arbre pour constater par eux-mêmes cette drôle d'anomalie. Avec tout ce raffut, le loup se sentit soudain tout petit. Des singes, des moutons, des pies, des souris, bref, en bas, tout le monde parlait de lui. Mais qui est-ce? Un voleur? Un imposteur? Questionna un singe. Ce doit être un artiste, suggéra la souris. Ah, c'est bien la première fois que je vois un loup de si près, dit le corbeau. Pas vous? Que dit-il? Demandèrent les moutons, un peu sourds. Il dit qu'il y a des tonnes cette année. Il arrive de partout, souffla un singe. Je n'ai pas bien entendu, reprit une souris. On est envahi par les loups, ma bonne amie, cria un mouton. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ils vont tous nous manger! Se mirent à hurler les moutons. Je lui trouve un air étrange, moi. Pas tout à fait d'ici, dit la pie. Ah, je dirais moi que c'est un étranger et puis c'est tout, affirma le corbeau. Vos papiers, carte d'identité, permis de conduire, empreinte de pied. On s'esclaffe, on s'échauffe, on menace. On en vint même à secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid. C'est alors que Madame Moineau, à qui personne n'avait pensé s'adresser et à qui pourtant appartenait le nid, prit la parole. Quelque chose vous dérange? S'enquit celle-ci. Ne peut-on plus dans ce pays recevoir librement ses amis? Pourquoi pas un loup dans mon nid? Questionna-t-elle. Là-dessus, le loup mit sa tête sous l'aile de Madame Moineau. La foule, surprise de voir Madame Moineau prendre la défense du loup, murmura. Quand même, un loup dans un nid, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que cela signifie? Du jamais vu? Pour vous peut-être, et jusqu'à aujourd'hui, précisa Madame Moineau. À mon avis, il doit rester bien des choses dans ce monde qu'apparemment vous n'avez jamais vu. Voyager, croyez-moi, l'étrange ici ne l'est pas forcément chez autrui. Les pies, les singes et les souris, tout ce petit monde réuni ne trouva du coup plus rien à redire. Tous ceux qui voulaient secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid
s'en allèrent chez eux, le museau de travers. Déçus tout de même, car on n'a pas tous les jours un loup à se mettre sous la dent. On rangea les appareils photo et les gros mots. 3 jours plus tard, on avait même oublié qu'il existait un loup là, dans un nid. Aujourd'hui, au 34 avenue du Paradis, il y a toujours cet arbre dans lequel un jour, un loup avait choisi pour domicile un nid. Chaque année, des oiseaux y font leur nid, des petits loups y font leur vie. Et voilà tout. Le grand méchant loup chemine dans la forêt à la recherche d'un enfant à grignoter. Miam. Soudain, il trouve son bonheur. Le grand méchant loup hurle de toutes ses forces. Mais la fillette ne s'enfuit pas. Ça va pas de crier comme ça? J'ai failli avoir peur. Mais tu aurais dû avoir peur normalement. Et pourquoi? Eh bien, parce que je suis le grand méchant loup et la terreur de tous ces bois. Et tout. Plus personne n'a peur du grand méchant loup aujourd'hui. Ah oui? Et je peux savoir de qui on a peur aujourd'hui? Des vampires, avec leurs horribles dents, ce sont les pires. Ça n'existe même pas les vampires. N'empêche, ce sont eux qui nous font peur. Mais si personne n'a plus peur du grand méchant loup, qu'est-ce que je veux devenir moi? Ben, je sais pas. Un loup normal. Tu veux dire un loup qui ne sait pas marcher debout et qui ne parle pas? Oui, c'est ça. Et aussi un loup qui ne peut pas manger d'enfants, même pas de temps en temps? Tu veux un biscuit? Non, merci. C'est gentil, mais je ne veux pas. Et voilà, je suis le dernier des grands méchants loups. Et je ne le savais même pas. Quelle tristesse. Dis-moi, que fais-tu toute seule dans la forêt? Tu n'as pas d'amis? Non. Pourquoi? Eh oh! Je t'en pose des questions? D'habitude, c'est moi qui crie comme ça après les enfants. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bon débarras. Salut la puce. Encore toute seule dans ton coin. Alors, tu as vu passer une sorcière ou un ogre? Comme dans ces histoires pour bébés que tu adores. Figurez-vous que je parlais avec le grand méchant loup. N'importe quoi. Et je peux jouer au ballon avec vous? Toi dans notre équipe?
Pourquoi pas ta grand-mère tant que tu y es? Pour jouer dans notre équipe, la puce, il faut être grand, fort et surtout très courageux. Ouh! Je suis le grand méchant loup vampire. Sauf qu'il peut. Tu as vu comment ils se sont enfuis? C'est toi qui m'as donné l'idée. Tu es mon ami. Tu veux jouer au ballon? Non. Je crois que je préfère jouer à la chasseuse de grands méchants loups vampires. Au secours! Je suis heureux, fou de joie même. Je connais l'adresse de la mémé. 243 rue de la Galette. Le chaperon rouge et la vieille n'ont qu'à bien se tenir. Je ne ferai qu'une bouchée d'œufs. Je m'en lèche déjà les babis. Plus malin que moi, ça n'existe pas. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Et hop, j'allume mon GPS flambant neuf. Je le programme sur la rue de la Galette. Mon ventre gargouille de bonheur. Enfin, ces deux-là ne pourront plus m'échapper. Et surtout, cette fois, je ne me perdrai pas. Tout droit. Pas de problème. Je file à toute patte incognito. Ni vu, ni connu. Vois-tu le loup? Montre-moi le loup. Il est où? Tournez à gauche. Youhou! 2 petits pas de loup. Quelque entrechat. Me voilà. Que fait le loup? Dis-le-moi. Tournez à droite. Faut pas que je m'en mêle les pinceaux, hein? Droite, gauche, c'est par là. Encore à gauche? Bizarre. Je suis déjà passée devant cette maison. Tiens, j'entre dans un village. Je croyais qu'elle habitait la rase campagne, la mamie. Dring, dring. Tiens, j'ai reçu un SMS du chaperon rouge. Mon petit loup, tu ne viens pas nous manger? Pour qui elle se prend, cette petite effrontée? Elle va regretter ce pied de nez. Où est arrivé le loup? Oh! Montre-moi ce que tu vois. Ouh là là! Ça fait des heures que je marche. J'ai mal aux pieds. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je n'ai pas pu me tromper. Dis-moi, combien de souris vois-tu? Et aussi, qu'est-ce qu'il est marqué sur la poubelle? Alléluia! Je suis dans les bois. Encore 500 mètres et vous serez arrivés. Douce voix, si douce à mes oreilles. Encore 500 mètres et je vais les dévorer. La petite dodue et sa mère grand au biscotto biscornu. J'arrive, mes amis. J'arrive. Cachez-vous. Le loup est de sortie. Je déboule. Qu'est-ce que je cours vite. En
donc? Oh. Panne de réseau? Comment ça, plus de réseau? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouh, y a quelqu'un? Comment je vais rentrer chez moi? Et puis, j'ai peur dans le noir, moi. Hé, Mémé, t'es par là? Tiens, mon téléphone remarche. Il sonne. Bah alors, mon petit loup, tu ne trouves plus la route? Pas du tout. Je me dégourdis les gambettes. Je prends l'air. Non, mais pour qui elle se prend, cette petite? Je ne me perds jamais, moi. Si on ne peut plus se promener pépère, j'avance à tâtons. J'ai l'impression d'être déjà venue ici. Il y a des drôles de bruits. Et puis ça ne sent pas bon. C'est quoi toutes ces paires d'yeux qui me regardent? Y a quelqu'un? J'allume ma loupiote. C'est qu'il fait sombre ici. Hé! Bonjour les copains! Tout doux, mes minous, tout doux. Vous n'auriez pas un chargeur par hasard? Maître Gribou était le plus vieux des Laurantides jusqu'à ces dernières années. Maussade et solitaire, il vivait en ermite dans les montagnes bleues. L'été, il se cachait au fond de la forêt. L'hiver, il traînait ses rhumatismes le long des molles courbes blanches. L'été, il se tirait assez bien d'affaire car il avait beaucoup de petits gibiers qui couraient autour de lui. Il n'avait qu'à avancer le museau et hop! Il attrapait un siffleux, un écureuil ou une perdrix. Mais l'hiver, quelle misère! Or, on était à la veille de Noël. Ce matin-là, le vieux loup sortit de son abri comme à l'habitude, pour faire tant bien que mal sa chasse quotidienne. Un froid vif le fit grelotter. Il tombait une neige fine qui collait à son poil, devenue rare, et dont les touffes formaient des îles grisâtres sur sa peau calleuse et jaune. Les flancs, collés l'un à l'autre, grimaçant sa faim, il entreprit péniblement le tour de son domaine. Son domaine. Il n'était plus bien grand, son domaine, à Maître Gribou. Ses rhumatismes et la faiblesse de ses jambes lui raccourcissaient un peu tous les jours ses tournées de chasse. Les tournées pénibles et peu redoutables de l'ancien seigneur jadis tout-puissant, comme les connaissait bien le petit gibier. La belette curieuse, le lièvre frivole, le sournois chasse sauvage, l'écureuil et la marmotte, tous de leur cachette, regardaient ironiquement passer le vieux chasseur sans flair. Un vieux hibou au perché, aveugle durant le jour comme tous les hiboux, devinait le passage de Maître Gribou, car la branche qui encerclait ses griffes vibrait doucement alors sous les rires étouffés de l'écureuil. Après cette incursion aussi fatigante qu'inutile, accompagnée des ricanements frondeurs qui fusaient de ci de là, tout comme les autres jours, Gribou revint bredouille. Il allait sans doute mourir misérablement. Et
étendu de nouveau sur le sol glacé de son repère, l'œil mélancolique et la langue pendante, Gribouille se souvint des jours passés, des prodigieuses parties de chasse et de sa vie heureuse parmi les hordes sauvages. Il était à l'époque un puissant seigneur, autant dire un roi parmi ses frères, de taille gigantesque, couvert d'un poil roux au reflet fauve, gonflé de muscles, particulièrement au museau qu'il avait fort long et de la plus grande sensibilité. Au fait de sa force et de sa popularité, à la tête d'audacieuses bandes de loups, Gribouille semait le ravage et la terreur sur plusieurs centaines de miles. Lui et ses complices s'attaquaient à tout ce qu'ils rencontraient, chevreaux, orignaux, voyageurs perdus dans la forêt. Il osait même assaillir les ours isolés. Mais ça, c'était avant de vieillir. Avant la solitude. Partout, cet aventurier de Gribouille avait roulé sa bosse. Il avait parcouru les steppes désertes de Sibérie, où il avait failli laisser ses os à cause du froid glacial de cette contrée et de ses grands déserts de neige. Il avait longé les côtes du Labrador, foulé la toundra, exploré les forêts du nord de l'Ontario et du Québec, de la baie James au lac Saint-Jean. Il se vantait même d'avoir vu des montagnes dont les pics crevaient les nuages. Mi-gelé dans son mauvais abri, Gribouille ne pouvait se rappeler sans une grande émotion les repas pantagruéliques de sa jeunesse vagabonde. Ce qu'il avait englouti de ragoûts, de poulardes braisées, de huards poêlés, de moineaux cloutés, des hiboux pochés, des pigeonneaux en estouffade, des dindonneaux en chaussons, des canetons au navet, des oies en pantoufles, des pintades à la bohémienne, des alouettes en salmis, des grives à la bonne femme, des perdreaux en crapaudine, des grenouilles à la commère, des selles de chevreuil et des côtelettes de renne souvent agrémentées de toute la carcasse. Comment trouver un peu de nourriture? Fini les plus gros morceaux, les meilleures proies. Gribouille n'avait donc plus qu'à se creuser un trou dans la neige pour y mourir. C'est à ce moment qu'il lui vint une idée. Dans un suprême effort, il se rendrait jusqu'au village le plus proche, puisque le gibier libre de la forêt n'était plus pour lui. Il se contenterait dorénavant, comme les chiens, des restes de la table des hommes. Aussitôt décidé, le vieux loup se mit en route péniblement. Il marchait encore quand le soleil éploya ses longs rayons sur la neige rougie. Poussé par sa faim plus forte que les arbres, la neige, le froid et les montagnes, toujours marchait le vieux loup. Cela dura longtemps. Soudain, entre les arbres, ses yeux brûlants de fièvre virent tout en bas de la vallée papilloter des petites lumières. Un poète aurait pu les prendre pour des parcelles d'étoiles agonisant doucement dans la neige. Mais Gribouille, qui avait toujours été un loup réaliste, sut aussitôt qu'il dominait un petit village des Laurentides. Or, vous vous en souvenez, on était à la veille de Noël et d'un Noël particulièrement gai. On avait tout remué, sorti, bouleversé, frotté et cuit pour la fête. Les ménagères s'en donnaient à cœur joie et l'on entendait, d'un bout à l'autre de la maison, que le brassage des grilles du poêle,
l'entrechoquement des casseroles, la chute des ustensiles sur le parquet et la plus douce des mélodies pour les gourmets, le mijotement des volailles dans les rôtisseries. Mais tout cela n'était que préparatif extérieur à la grande fête. Il y avait toujours pour les hommes, les femmes et les enfants l'attente d'un doux et profond mystère. Chacun s'apprêtait à recevoir la grande nouvelle, la naissance du Christ. Tout était prêt. On lançait déjà les traîneaux sur les chemins enneigés et les chœurs allégés vivaient au rythme des grelots, qui dansaient des rondes de lutin sur le dos des chevaux. Gribouille descendit de la vallée. Après avoir atteint le village, il en fit plusieurs fois le tour, mais de loin, car il tremblait de peur. Il se décida pourtant à y pénétrer. Longeant avec prudence la bordure boisée d'une route étroite qui conduisait au cœur du village, Gribouille, les yeux agrandis par tant d'étrangetés, les oreilles assourdies par tant de bruit, vit passer à côté de lui les équipages les plus variés. Parce qu'il était un vieux loup expérimenté, il se rendit vite compte qu'un événement extraordinaire se préparait. Il saurait profiter de l'excitation et du va-et-vient pour voler quelques morceaux oubliés sous une fenêtre ou sur le pas d'une porte. Sa faim, cette faim qu'il portait en lui depuis des années, comme une plaie, était devenue monstrueuse. Gribouille osa s'aventurer dans les rues du village. Elles étaient désertes. La petite église bondée aux vitraux écarlates résumait pour le moment la vie du hameau. C'était dans le temps l'habituel va-et-vient des enfants de chœur de la sacristie à l'autel et de la table sainte à la sacristie. Les cierges qu'on allume, le missel que l'on place, les 1000 petits détails qu'avec soin l'on ajoute. Les toussotements, les prières à mi-voix, le bavardage des petits et le glissement rude des chapelets sur les bancs enterraient les pas feutrés des enfants de chœur. Enfin, le prêtre parut, tout d'or vêtu et précédé de 4 enfants de chœur, étouffant d'orgueil dans leur soutane écarlate. La messe solennelle commença. L'officiant chantait maintes prières en latin et là-haut, dans le clocher. La petite cloche au son faux carillonnait sans répit, les traduisant aux grands arbres nus, au toit gaiement enneigé et au loin à la noire et mystérieuse forêt vierge. Si les paroissiens suivaient pieusement la messe, ils n'en jetaient pas moins de fréquents regards vers la crèche, objet de leur affection, où reposait sur de la paille d'or un petit Jésus rose, dodu et souriant. Pendant ce temps, Gribouille promenait sa carcasse affamée de bord en bord du village. Il longeait les clôtures, frôlait les maisons et reluquait vainement aux fenêtres. Pas la moindre pâture. À croiser indéfiniment ses traces, à les suivre, les boucler, les creuser à rebours, la bête aboutit finalement au pied des marches de l'église. Par la porte entrebâillée filtrait une barre de lumière. Fasciné par cette lueur rouge et chaude, Gribouille colla son long museau dans la raie éclatante. À ce moment, le prêtre, dans son sermon, rappelait aux fidèles cette parole de l'Évangile. « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté !»
Gribouille enfonça résolument son museau dans la fente et glissa sans bruit, son corps étroit à l'intérieur du temple. Personne ne le remarqua alors qu'il se faufila sous le premier banc venu. À quelques pas de lui, dans la crèche, l'image éblouissante d'un beau bébé nu, frais, rose et dodu. Tout le reste s'efface devant cette apparition. Gribouille oublie la présence des hommes. Perdant toute prudence, d'un bond brutal, il enjambe la petite clôture et bouscule dans son atterrissage un troupeau de moutons, quelques bergers et l'âne. Aussi rapide que le saut, la déception bondit au cœur du loup. Il n'en revient pas de s'être cogné le museau à un Jésus de cire. Il est si désappointé qu'il se tient là, figé, comme un loup de bois parmi des personnages de cire et des moutons de laine. Cet exploit s'était si vite et sortait tellement de l'ordinaire que les fidèles n'avaient eu ni le temps ni l'idée de réagir. L'assemblée était paralysée d'étonnement devant pareille invraisemblance. Elle croyait vivre un conte fantastique. Quelques-uns prirent l'animal pour un chien, mais les chasseurs eurent au fait de reconnaître l'audacieux. Les cris « Un loup! Un loup !» jaillirent ici et là. Puis ce fut un branle-bas général. Les femmes s'affolaient, les enfants pleuraient et les hommes piétinaient sur place, cherchant d'instinct autour d'eux des objets susceptibles de se transformer en armes. Quand le loup eut repris ses sens et qu'il voulut fuir, il était trop tard. Une dizaine d'hommes, mains nues, mais l'air décidé, entouraient déjà la crèche. Leur silence et leur calme impressionnaient le loup, plus que tout le reste. Aussi, après un seul mouvement de fuite, comprenant que toute résistance était inutile, il s'écrasa sur le parquet, parcouru de frissons, dans l'attente du coup, qui lui ferait sauter le crâne ou lui casserait les reins. Il faisait vraiment pitié, le pauvre Gribouille, avec ses yeux hébétés qui demandaient comme une aumône pourquoi on lui avait joué un si vilain tour. Quelques hommes s'étaient saisis des rondins empilés près du poêle, s'approchèrent de la crèche pour réduire en charpie ce malfaisant animal. Gribouille tremblait encore plus qu'un chevreuil poursuivi par une bande de loups. Le prêtre, qui ne vit pas d'abord de quoi il s'agissait, n'entendant que des cris, des pleurs et des mots inarticulés, prit son verbe haut pour réclamer le silence. Le mot « loup » lui était parvenu. Il s'avança avec calme jusqu'à la crèche et demanda aux hommes qui l'entouraient de s'écarter un peu. Il jugea d'un coup d'œil l'état lamentable de la bête. Ému par cette misère et voulant profiter de l'incident pour donner à ses ouailles une salutaire leçon de charité en guise de conclusion à son sermon, il intervint pour qu'on épargnât l'animal. Et le pasteur continua dans son langage familier. Nous sommes des créatures raisonnables, du moins nous devons l'être, et pourtant nous agissons trop souvent comme le loup. En effet, il y a un loup en nous chaque fois que nous vendons à notre frère une marchandise dévalorisée ou truquée. Montrant ensuite comment la bête était devenue inoffensive, il invita ses paroissiens à la charité, leur disant qu'ils seraient bien déçus si Dieu, à cause de leurs péchés, les traitait avec autant de sévérité. Puis, paternel,
il leur assura qu'il n'aurait rien à craindre de l'animal s'il le laissait vivre, car lui-même en prendrait charge et le garderait dans un enclos. Tous approuvèrent ces paroles, et il fut convenu que monsieur le curé porterait de la nourriture au loup après les 3 messes. Quelques hommes montèrent la garde par prudence. Le prêtre continua l'office comme si de rien n'était. De nouveau, sa voix se fondit avec le bruit des toux et des chapelets, et les 3 messes se déroulèrent dans le plus grand calme. Durant la dernière, les enfants entonnèrent les vieux Noëls traditionnels et leur rythme plein de gaieté semblait plaire au vieux loup. L'église ne se vida pas, comme d'habitude, après le dernier « Ite missa est ». Tout le monde, du plus jeune au plus vieux, voulait voir ce qui allait se passer. Personne, d'ailleurs, ne le regretta. Monsieur le curé, qui avait donné des ordres mystérieux au bédot, revint de la sacristie avec une tourtière gonflée et dorée, suivi d'un enfant de chœur portant une petite marmite fumante au bout de ses bras. Le prêtre fit signe aux hommes de s'écarter légèrement. Alors il se pencha au-dessus du petit parc et d'un geste audacieux, présenta la tourtière à la gueule bien garnie de la bête. Le loup, toujours dans l'attente du coup de grâce, n'osa même pas lever les yeux, à moitié couché dans la fausse neige de l'enclos. L'odeur subite de la viande le frappa comme un coup de fouet et lui fit brusquement lever le museau. D'un geste sûr, il happa le morceau. Ses crocs crevaient la tarte ventrue et cela faisait un bruit sec. Il lécha jusqu'aux dernières parcelles qui pendaient au poil de son museau. Et c'est alors que le vieux loup se rendit compte qu'un fait nouveau venait de se produire dans sa vie. Pour la première fois, il n'avait pas eu besoin de livrer combat pour obtenir de la nourriture. Une main douce et volontaire la lui tendait. Dompté par cette main charitable plus forte que le fouet et le bâton, l'animal la lécha. Toute crainte disparue, une grande joie régnait dans le petit temple. Monsieur le curé se réjouissait fort de la tournure des événements. Pigeant dans la marmite, il présenta une boulette de ragoût à la bête. Dès lors, les enfants à tour de rôle voulurent offrir une boulette au loup. Gribouille n'en demandait pas mieux, n'en pouvant d'allégresse. Jamais de sa vie, il n'avait passé un aussi beau et joyeux Noël de la sorte, entouré d'amis, de chaleur et de victuailles. Et pour la première fois dans l'histoire de sa race, le loup versa de grosses larmes qui traçaient 2 lignes perlées le long de son museau. Durant plusieurs années encore, Gribouille vécut une vieillesse heureuse, libre désormais de circuler dans les petites rues du village. Il consacra le reste de ses jours à servir les hommes comme le plus fidèle des chiens domestiques et à racheter ainsi à leurs yeux les fautes de sa jeunesse. Mais on ne lui demandait pas tant. Son plus grand plaisir, c'était d'amuser les enfants et de se mêler à tous leurs ébats malgré ses rhumatismes. Qui l'eût cru ? Cet ennemi jadis cruellement sauvage et sauvagement libre était devenu un serviteur soumis.